Bonjour et bienvenue sur les plateaux de la télé de Lyon dans notre émission La Tribu Digitale, l'émission 89% féminine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous et toutes. Comment entreprendre sans s'épuiser? Et oui, effectivement, on est habitué à travailler énormément, en règle générale dans le salariat, mais aussi on démultiplie ce travail lorsqu'on est entrepreneur. Mais l'entreprise tient souvent en fait grâce à nous, donc on a besoin de se tenir en bonne santé, de se reposer, de prendre soin de nous. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée extraordinaire pour nous parler de ce sujet. Mais avant cela, je suis sur le plateau, bien sûr, avec ma chroniqueuse, Charlène. Bonjour Charlène, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, je vais bien, merci. Et toi? Ravie de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler d'épuisement et surtout de comment l'éviter lorsque l'on crée son activité. Exactement. Alors pour ce faire, je vais recevoir aujourd'hui Géraldine, spécialiste justement, qui va venir nous parler de ce sujet. Bonjour Géraldine, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur le plateau. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir pour moi de parler de ce sujet avec vous. Eh bien, avec grand plaisir aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, juste avant, te présenter en quelques mots pour savoir, pour nos auditeurs et nos auditrices, qui tu es et quelle est ta spécialité? Alors, je suis naturopathe et psychopraticienne. Et donc, j'accompagne les gens à reprendre leur santé en main et leur vitalité. Eh bien, c'est absolument crucial pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et peut-être avant cela, définir l'épuisement, le burn-out, parce qu'on en entend de plus en plus parler, comment ça se manifeste, et notamment chez les entrepreneuses. Alors, le burn-out, la définition de l'HAS, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui fait suite à une stimulation prolongée, mais sur le côté émotionnel. En fait, c'est ce côté émotionnel qui donne cet épuisement global et total. Okay. Ce n'est pas une maladie qui est reconnue en France, mais au moins l'OMS l'a reconnue depuis 2019. D'accord. Alors, chez les entrepreneurs, c'est très dur de distinguer, de trouver des chiffres par rapport au nombre d'entrepreneurs qui pourraient faire un burn-out. Mais a priori, avant la crise sanitaire, ils avaient chiffré ça quand même à 20%. Waouh, donc grosso modo, un entrepreneur sur 5. C'est ça, et c'est déjà énorme. C'est clair. Pour les salariés, le chiffre est encore plus important. Ouais. Voilà. Bah oui, parce qu'ils ont aussi beaucoup plus de contraintes. Il suffit d'avoir des contraintes de son manager, l'entreprise, de ne pas se sentir aligné avec les valeurs qui sont transmises. Et du coup, psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile, alors que l'entrepreneur a quand même cette liberté, si finalement ça ne lui convient plus, de pouvoir pivoter. C'est ça, il y a cette liberté de module et de gestion du temps, d'appropriation du temps. C'est une notion qui, en général, dans le burn-out, est assez importante. C'est comment disposer de son temps. Et c'est vrai qu'un entrepreneur, dans ces cas-là, normalement, il a un peu plus de marge de manœuvre qu'un salarié. Tout à fait. Alors, je le disais en introduction, lorsqu'on travaille, en tout cas dans l'éducation française, on nous apprend à travailler beaucoup. Et grosso modo, plus on travaille, ou en tout cas plus on fait acte de présence en entreprise, et plus on est reconnu comme des professionnels performants, alors que finalement on pourrait travailler moins mais être plus performant. Et on a des personnes qui, par exemple, arrivent à 8h le matin, restent jusqu'à 21h le soir, mais ils ont été 15 fois à la machine à café, ils ont fait 200 pauses cigarettes et finalement, ils n'ont pas été très productifs pendant leur journée de travail. Alors, on a souvent tendance à reproduire finalement ce schéma dans l'entrepreneuriat, parce qu'on est quand même nombreux et nombreuses à être d'abord passés par une phase de salariat, donc avoir été formatés, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, et donc, du coup, quelque part à s'épuiser. Quels sont les premiers signes d'alerte à ne pas négliger, et notamment les facteurs, même si tu as commencé à parler de l'émotion, les facteurs qui peuvent contribuer justement à cet épuisement chez les entrepreneurs?
Alors oui, effectivement, il y a plusieurs facteurs. Les tout premiers signes, ça va être forcément de la fatigue, mais de la fatigue qui ne se... après une semaine ou deux de repos, qui ne s'en va pas en fait. Donc c'est vraiment une fatigue résiduelle et constante. Ensuite, il y a de l'irritabilité, pour pas dire du cynisme. Alors, quand on est à la phase du cynisme, je crois que déjà on est vraiment au bord de la pente. Mais beaucoup d'irritabilité, ce qui est normal puisqu'on est fatigué, oui. On est épuisé, donc forcément moins de patience. Donc ça, c'est vraiment les premiers symptômes. Et à cela peuvent s'ajouter, alors forcément des problèmes de sommeil, mais aussi des troubles digestifs, des maux de dos. Et en fait, selon le terrain, le corps de chaque personne, ça va s'exprimer différemment selon les fragilités de chaque personne. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des douleurs en plus. Qui sont récurrentes en fait, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je pense que l'irritabilité et la fatigue qui ne passent pas après quand même un repos, là c'est vraiment alarmant. C'est un signe fort en fait qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Ok. Alors on dit souvent que les entrepreneuses sont plus vulnérables justement à l'épuisement et d'autant plus lorsqu'elles sont mamans. On comprend tout de suite le multicasquette à gérer sur une journée de 24 heures. On ne peut pas démultiplier notre journée. Comment on peut prendre soin au quotidien de sa santé mentale? Alors, déjà, s'organiser. Je pense que s'organiser de toute façon en tant qu'entrepreneur, je crois que c'est un point absolument important. En tant que mère de famille, c'est sûrement extrêmement aussi important. Donc déjà, s'organiser, je pense, ça permet de libérer cette fameuse charge mentale et de s'accorder aussi des temps pour soi. Parce que ça va être un des points importants pour prendre soin de sa santé mentale, c'est avoir un temps pour soi, pour faire ce qu'on aime, tout simplement prendre du plaisir. Se relaxer, alors ça peut être faire n'importe quoi, hein, du jardinage, une activité créatrice, être avec des animaux, je ne sais pas, faire de la cuisine, pourquoi pas, ou être avec ses enfants, je ne dirais pas forcément que ce soit forcément régénérateur. Si ça se passe bien, parce que effectivement, s'il commence à y avoir des disputes, c'est tout d'un coup moins alors ça peut serein. être avec des copines ou quelque chose vraiment où on relâche. Donc ça, c'est vraiment le moment pour soi, ça c'est extrêmement important et je sais que ce soit en tant qu'entrepreneur ou même en tant que mère de famille, ces temps-là sont peut-être pas toujours évidents à prendre, d'où l'organisation en amont qui permet éventuellement de se donner ces plages-là. Et puis ces moments-là, ça permet aussi de se demander est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire a toujours du sens pour moi? Est-ce que c'est toujours aligné dans mes valeurs? Parce que on vieillit, on n'a pas les mêmes valeurs 5 ans auparavant, même des fois 1 an ou 2 ans auparavant. Et puis il y a des choses qu'on découvre. On se dit tiens, moi je prendrais bien du temps pour découvrir ça. Donc on est frustré si on n'a pas le temps de le faire, etc. Donc ce questionnement, c'est bien aussi de pouvoir l'avoir régulièrement. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, il faut se renouveler et voilà, il faut s'adapter. Donc, de toute façon, il est toujours là. Et puis, ou sinon, dans ce qu'on peut faire aussi pour prendre soin de soi, ça peut être faire des bains relaxants, bien sûr de l'activité physique. C'est hyper important. Et sûrement encore plein d'autres choses auxquelles je ne pense pas, mais en tout cas, l'essentiel étant d'y prendre du plaisir et de se reconnecter au goût à la vie. Alors, pour rebondir justement sur ce que tu dis, moi, je me suis rendu compte, parce que pendant très longtemps, pareil, je ne prenais pas de temps pour moi, etc. Et je me suis rendu compte qu'une astuce pour pouvoir vraiment prendre le temps, c'est que alors moi, je note tout dans mon agenda, que ce soit professionnel, personnel, quand je dois aller chercher les enfants à l'école, quand j'ai une réunion, etc. Et du coup, j'ai mis des créneaux dans mon agenda, comme des rendez-vous avec des clients, où je dis, par exemple, je vais aller au sport, ou je vais faire ça, etc. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai beaucoup plus tendance à le respecter. Alors qu'avant, je disais, oui, je le ferai, je le ferai demain.
Puis demain, on a passé une semaine, on a passé un mois, on a passé 6 mois, il ne s'est rien passé en fait. Donc en tout cas, moi, une des astuces, ça a été vraiment de le mettre dans mon agenda comme un rendez-vous client qu'on ne peut pas décaler. Exactement. Voilà. Mais c'est très bien, c'est pour le respect de soi, se mettre dans son agenda, c'est génial. Bon, parfois, on se rend compte beaucoup trop tard qu'on a ces signes d'épuisement, qu'on est fatigué, qu'on est irrité, qu'on en a marre de tout, que même parfois on est épuisé, on peut même plus se lever du lit en fait. Hein. Là, on est vraiment dans des phases très profondes en fait d'épuisement. Pour des entrepreneuses qui sont déjà à la limite ou qui ont déjà passé en fait cette limite, quelles sont les étapes ou qu'est-ce que toi tu recommandes pour pouvoir en fait se relever? Je sais que ça prend du temps, ça se fait pas en 3 semaines, ça prend vraiment beaucoup de temps pour pouvoir retrouver une énergie comme ce qu'on avait avant la période de burn-out. Alors je crois qu'il est illusoire de s'attendre à retrouver l'énergie qu'on avait avant de faire un burn-out. Parce qu'effectivement, c'est très très long. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. C'est minimum entre 1 an et 2 ans. Et donc, ça dépend aussi de l'état effectivement d'épuisement qu'on a, mais aussi de la capacité de réserve qu'on peut mobiliser. Alors, première étape, quand quelqu'un ne peut plus se lever, c'est simple, c'est le repos total et absolu. De toute façon, à ce niveau-là, c'est médecins et psychiatres. Donc, éventuellement, on peut aussi vous proposer de faire un séjour en clinique de repos. Okay. Notamment, je pense surtout aussi aux personnes qui, justement, ont des enfants, etc., pour avoir vraiment ce repos total et absolu. C'est-à-dire, on n'a plus rien à faire parce que quand on est dans cet état-là, il faut bien se dire que toutes les activités du quotidien, ne serait-ce que faire à manger, le ménage, les courses, c'est la montagne à gravir à chaque fois. Ouais. Donc, pour ça, le repos total et absolu, qui peut durer vraiment un bon bout de temps. C'est entre, au minimum, les 6 premiers mois, la personne peut dormir. Ah oui. Dormir. Et oui, donc en plus, ça doit être stressant, notamment lorsqu'on est maman ou lorsqu'on a son entreprise, parce qu'on se dit, mais en fait, je ne peux pas laisser mes enfants comme ça, ou je ne peux pas laisser mon entreprise, parce qu'il faut bien aussi, les factures ne s'arrêtent pas de payer. Voilà, on a quand même aussi des charges au quotidien qui, elles, continuent finalement de tourner. En tant que salarié, il y a quand même ce petit filet de sécurité de l'arrêt maladie, ce qu'il n'y a pas chez les entrepreneuses. Et là, vraiment, c'est un gros problème parce qu'effectivement, un vrai burn-out très, très profond, je ne vois pas comment on peut garder une activité entrepreneuriale à côté. C'est vraiment, c'est soit de toute façon l'entreprise trinquera, ou soit c'est votre santé que vous n'arriverez pas à remettre vraiment à jour. Peut-être que ça mettra encore plus de temps. Et donc la première chose, c'était le repos total. Et la deuxième, c'est justement avoir tout ce temps aussi pour déjà faire le balayage, parce qu'en fait, il faut bien distinguer qu'est-ce qui nous a fait mettre dans cette situation, c'est-à-dire identifier les points où on n'a pas été prudent, où on s'est trop surinvesti, où on n'a pas eu le résultat escompté, donc on a été déçu. Donc ce manque de reconnaissance qui fait qu'on arrive en burn-out. Parce que le burn-out, c'est pas juste on fait beaucoup, c'est juste on fait beaucoup, mais on n'a pas non plus le retour qu'on aurait au moins un peu espéré, ou en tout cas qui est satisfaisant et qui remplit de satisfaction la personne. Donc c'est ce moment, je pense que là il y a forcément un travail de psy à faire qui est de l'ordre, quelles sont mes motivations, enfin en sachant que là on n'en a plus du tout. Oui. Enfin on en a peut-être, mais en tout cas on n'a pas l'énergie adéquate. Les identifier. Voilà. Et donc, c'est plus pour aller voir quel est le sens à ma vie. De toute façon, je n'ai plus d'énergie, donc de toute façon, il va falloir que je me consacre à la retrouver.
Et ensuite, oui, mais finalement, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce que c'est aligné sur mes valeurs? Et donc tout ça, c'est un travail effectivement à faire en accompagnement avec un thérapeute afin d'identifier tout ça et de mettre en place de nouvelles façons, non seulement de penser, mais en plus de se comporter. Et donc ça, c'est... Pour ne pas reproduire non plus, peut-être. Parce qu'on a tendance, finalement, à reproduire, sans forcément s'en rendre compte. Forcément. Mais on avait reçu, il y a quelques temps de cela, on avait reçu une coach en système nerveux et qui disait que, voilà, il y a des choses qui sont ancrées en nous et que, sans s'en rendre compte, on reproduit des schémas, même parfois des schémas qui viennent, d'ailleurs, de nos ancêtres, en fait. Oui, il y a les mémoires cellulaires aussi. Alors, c'est pareil, ça on n'avait peut-être pas dit dans les raisons du burn-out. Ce n'est pas non plus seulement qu'une activité, mais effectivement, il y a aussi un facteur héréditaire parfois, où il y a un terrain dépressif dans la famille, etc., et qui peut aussi défavoriser la personne et qui est influent. Donc, voilà. Alors, tu disais justement qu'il est difficile de retrouver son équilibre après un burn-out, ou en tout cas de retrouver l'énergie qu'on pouvait avoir. Comment on peut quand même, après cette période dont tu parlais, de repos forcé, d'introspection pour savoir est-ce que ça nous correspond toujours, est-ce qu'on a peut-être nos valeurs qui ont évolué, etc. Lorsqu'on est entrepreneuse à un moment donné, il faut quand même se remettre en selle. Ou alors se dire, je vais faire mon entreprise et puis je vais carrément faire autre chose. Mais lorsqu'on se remet en selle, comment je peux réussir à gérer mon entreprise sans retomber justement dans ces travers? Eh bien, c'est là où prendre soin de soi intervient au maximum, puisque l'idée, ça va être de savoir qu'on a une énergie qui n'est pas extensible. Donc, il va peut-être falloir adapter les objectifs de notre entreprise avec notre énergie qui est disponible, déjà. Ça nous mettra moins de pression. Donc, parce que c'est quand même le stress à la base. Hein. C'est quand même le stress à la base qui fait que les gens ont un système surrénalien qui s'épuise. Ouais. Donc, déjà, dans l'organisation, en ne se mettant pas de pression, au moins on se dit tiens, ok, mes objectifs ça va être ça, peut-être il faut revoir à la baisse, mais c'est une question de se dire c'est ma qualité de vie qui prime et c'est ma santé, puisque mon entreprise, c'est moi qui la représente, c'est ma santé, donc je ne peux pas faire autrement que de faire avec l'énergie dont je dispose. Et donc après, au niveau de ce qu'on peut mettre en place, c'est bien sûr alimentation équilibrée, activité physique régulière, une détente nerveuse, donc là c'est pareil, on repasse par tout ce qui est créatif ou tout ce qui nous donne du plaisir. D'accord. Et c'est indispensable. Et comme tu disais, tu inscris ça dans ton agenda comme des activités qui vont participer à la réussite de ton entreprise, puisque ça participe à ton énergie. Ouais. Et puis peut-être, moi je rajouterais aussi, peut-être revoir la définition du succès, parce que c'est vrai qu'on voit tellement... on a réussi quand on fait beaucoup d'argent. Ça, c'est la base. En tout cas, en France, c'est ça. On a réussi que si on fait beaucoup d'argent. Mais parfois, la réussite, c'est pas ça. C'est juste avoir du temps avec ses enfants. C'est juste, justement, prendre du temps pour faire des activités qui nous conviennent et se dire, OK, je gagne peut-être pas ce que je pourrais gagner si j'étais à 300%. Mais en fait, c'est pas ça mon succès. Mon succès, c'est de faire je ne sais pas quoi. Mais voilà, et de redéfinir et de sortir des schémas. Je trouve qu'on a beaucoup de messages, ne serait-ce que sur Internet, qui disent « Ah, mais moi, je fais X milliers d'euros, donc j'ai réussi. » En fait, non. Si tu fais X milliers d'euros en bossant 140 heures par semaine et en dormant 2 heures par nuit, non, c'est pas du succès. Mais c'est vrai que c'est l'image qui est souvent projetée énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, enfin un petit peu partout. Donc, on se dit « On a réussi que si notre succès, c'est l'argent. » Alors qu'en fait... voilà, il faut vraiment revoir sa définition, à mon avis, du succès. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Ayant fait un burn-out, je sais effectivement c'est quoi la définition du succès. Et donc, effectivement, moi, mon mot d'ordre, c'est m'amuser. Tout simplement. Alors, bien sûr, j'ai besoin d'un minimum pour vivre, donc je vais le faire. Mais c'est vrai que moi, ce qui me donne envie et ce qui est mon moteur, c'est bien sûr de m'amuser.
Et c'est ce qui est sorti de mon introspection, effectivement. Non, je vais mettre de la vie, dans ma vie. Exactement. Bon, merci beaucoup. En tout cas, très intéressant et très passionnant comme à chaque fois. Pour finir cette interview, quel serait le message que tu souhaiterais adresser peut-être à celles et ceux qui nous écoutent, aux entrepreneuses, mais aussi pourquoi pas aux salariés, hein, et qui ont des difficultés à prendre soin d'elles? Alors, mon message, c'est mais qu'avez-vous d'autre à faire que de prendre soin de vous? Et vous devez être votre priorité. Effectivement, c'est très bien résumé. Merci beaucoup Géraldine. Avec plaisir. On va finir cette émission comme systématiquement avec une chronique et quelques précieux conseils pour justement réussir à prendre soin de soi et éviter d'arriver à l'épuisement. Alors tout d'abord, merci beaucoup Géraldine, parce que c'est vrai qu'on en parle peu, mais le burn-out touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pense. D'ailleurs, il y a quelques années, j'en ai moi-même fait un, et d'ailleurs j'ai appris qu'on pouvait faire des burn-out professionnels, mais aussi personnels. Voilà, donc comme l'a très bien dit Géraldine tout à l'heure, c'est un véritable syndrome qui se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental profond, qui est malheureusement très souvent causé par un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes. Alors justement, n'attendons plus d'en arriver à ce point de non-retour, et voici nos 5 conseils du jour. Donc le premier, on établit une routine de travail équilibrée. La gestion de son temps est l'un des aspects les plus importants pour éviter l'épuisement. Je sais que lorsque l'on est son propre patron, la tentation de travailler sans relâche peut être forte. On oublie tout de suite ce concept. Voilà. On organise ses journées en se concentrant sur les priorités. Faites des plages horaires de travail. N'hésitez pas à prévoir aussi des moments de pause et de déconnexion. D'ailleurs, quand vous restez longtemps sur vos ordinateurs, toutes les heures, n'hésitez pas à lever la tête et voilà, aller respirer un peu. Et oui, faire quelques mouvements, ne serait-ce que voilà, pour se décontracter, aller chercher un thé, etc. Voilà. C'est absolument essentiel. Oui. Et n'hésitez pas à utiliser des agendas ou des applications de gestion qui sont très utiles. D'ailleurs, pour ma part, Nathalie m'a fait connaître Google Agenda. Il est devenu mon meilleur allié dans mon planning pro-perso. Voilà, je ne pourrais plus m'en passer. Le deuxième conseil, on s'écoute, on écoute son corps et on prend des pauses. Bien évidemment, les basiques, on adopte une alimentation équilibrée, on dort suffisamment, on essaie de faire de l'exercice physique. Voilà, on les connaît toutes ces bonnes résolutions. Mais bon, voilà, il faut vraiment, c'est essentiel, il faut écouter les signaux de son corps. Si vous vous sentez fatigué, stressé ou même démotivé, c'est qu'il est grand temps de faire une pause. Donc prenez du temps pour vous, c'est primordial. N'oubliez pas de prendre des vacances quand vous êtes à votre compte. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre Noël, les vacances d'août. Voilà, on a aussi cet avantage, il ne faut pas l'oublier. Donc n'hésitez pas à prendre quelques jours, adapter votre planning. Et moi, je dirais même plus que quelques jours. C'est-à-dire que des fois, moi, je sais que quand, par exemple, je suis très fatiguée et j'ai pas d'impératif, je me dis, je fais une petite sieste. Oui. Alors, une petite sieste de 2 heures quand même, mais une petite sieste. Bon, ça passe inaperçu pour mes clients. Et moi, je me suis reposée, j'ai repris de l'énergie. Et puis, finalement, au lieu de me remettre à travailler, par exemple, à 14 heures, je me suis remis à travailler qu'à 16 heures parce que j'avais vraiment besoin de cette coupure et de faire autre chose. Donc, même sans des journées entières, écouter et se dire, bon, là, tant pis, je ferai ce que j'avais prévu de faire peut-être ce soir ou demain. Et là, je prends un temps pour moi, même quelques heures dans la journée, pour pouvoir me ressourcer. Exactement Nathalie, voilà, on n'hésite pas à décaler quand on peut se le permettre, surtout quand je pense en tant qu'auto-entrepreneur, on a cette facilité, c'est quand même plus simple que quand on est en salarial, de pouvoir réadapter son planning. Le troisième conseil, on apprend à gérer son stress et son anxiété. Donc d'abord, on identifie notre source de stress, on essaie de reconnaître ce qui cause l'anxiété, et on essaie d'y répondre efficacement. Voilà. Et si le stress devient vraiment ingérable, sachez qu'un coach ou un psychologue peut vous aider. On n'hésite pas à pratiquer la gratitude, on se concentre sur les aspects positifs de notre vie, même les petites victoires, elles sont toutes bonnes à prendre. Et même dans un aspect négatif, on apprend toujours, donc il y a toujours du positif. Exactement, tout à fait. Le quatrième conseil, on se fixe des objectifs réalistes. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à vouloir tout faire soi-même. Cependant, il est important de définir des objectifs qui sont réalistes et d'éviter la surcharge de tâches. Apprenez à prioriser, voire même à déléguer certaines tâches, missions ou même faire appel à des prestataires externes lorsque c'est possible.
Et surtout, on arrête de vouloir être parfait, parce que le perfectionnisme est l'ennemi de la rentabilité. Et du bien-être. Exactement. On s'entoure d'une équipe de soutien, on entretient des relations sociales. Et oui, parce que j'ai l'impression de donner souvent ce conseil, mais je pense sincèrement que de bien s'entourer est primordial, tant sur le point professionnel que personnel. L'isolement, c'est un risque majeur lorsque l'on travaille seul. Donc entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, de familles, amis ou même autres entrepreneurs. N'hésitez pas à demander de l'aide ou même, par exemple, à participer à des événements de networking ou simplement des groupes de discussion en ligne pour échanger des conseils. C'est important pour maintenir un moral élevé et éviter l'isolement. Donc je pense que voilà, en attendant, pour réussir à long terme en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas de formule magique. Cela nécessite de trouver un équilibre entre le travail et le repos, de gérer de manière stratégique et surtout de préserver sa santé. Prenez soin de vous et vous serez mieux armé pour relever les défis et mener votre entreprise vers le succès. Et bien évidemment, comme d'habitude, on va finir notre chronique sur une petite citation. Donc, bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, elle sera de Arianna Huffington. Donc pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est non seulement une figure du monde entrepreneurial, mais elle a aussi une vision axée sur le bien-être. Et elle disait « Le burn-out n'est pas le prix du succès. Il est possible de réussir sans sacrifier son bien-être. » Ah ben au moins, c'est très clair. Voilà. Merci beaucoup Charlène pour ces conseils pratiques. N'hésitez pas à les mettre en place. On ne passe pas d'un état à l'autre en quelques jours, donc les mettre en place aussi petit à petit. Par exemple, si on ne fait pas de sport, on ne va pas commencer tout de suite à aller courir 2 heures, sinon on va le faire une fois et après on ne le fera absolument plus. Mais effectivement, mettre des petites plages où on va marcher un petit peu, où on va peut-être s'amuser un petit peu avec ses enfants, ça nous permet aussi de nous dégourdir ou de faire un petit peu de sport. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci Géraldine d'être venue sur les plateaux de la télé de Lyon et d'avoir partagé avec nous justement tes conseils aussi et puis un peu de ta vie aussi sur la partie épuisement. Comme d'habitude, merci beaucoup Charlène. On se retrouve de toute façon le mois prochain. Et puis à toutes celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous souhaitez que l'on aborde, à nous envoyer un email à émission@la-tribu-digital.fr ou tout simplement à commenter sous une des vidéos que vous retrouverez soit sur la chaîne de la télé Lyon sur YouTube, soit sur Facebook ou encore sur le site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, après-midi ou soirée et puis on se retrouve d'ici un mois. À très vite!